Et bonsoir à tous. Coucou Nico, coucou Chris, Mickey, Roxy, Fred et mon petit Katsu. Mon titanesque Katsu, apparemment. Bon, comment ça va? Est-ce que vous avez passé un bon week-end? Est-ce que ce début de semaine se passe bien pour vous? J'espère que oui. Moi, je suis à moitié malade. Voilà, c'est bien de tomber malade en plein été, en canicule et tout ça, tout ça. Je comprends pas bien le concept et je comprends même pas comment j'ai pu choper ça. Mais bon, écoutez, hein, on est là et puis voilà. Bon, aujourd'hui, transmission et traumatisme partie 2. Donc voilà, on va être pas mal surtout sur du transgénérationnel quand même aujourd'hui. Donc voilà, ça va être un petit peu moins, j'allais dire bio, hérédité et tout, comme la semaine dernière. J'ai des cheveux emmêlés. Mais nickel, 3 heures pour créer un personnage et les options 15 minutes pour me dire non, j'aime pas. Oui, et encore qu'en plus maintenant t'as la c'est la transmo je sais plus quoi, où tu peux encore modifier plein d'autres trucs en jeu, hein, tu verras. Et t'as pas fini. T'as pas fini de perdre du temps. Bon, on va y aller, hein, tranquillement, parce qu'on a pas mal de questions, il me semble, ce soir, en plus. Musique. Donc installez-vous bien. Tac, tac, tac. On va remettre notre magnifique musique. Tac, 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 tac. Ça va, c'est bien, ça va. Un peu. Ah non, mais tu vas tellement perdre de temps sur toute la mode, comme tu disais. Tac, tac, tac. Ok. Donc, on va commencer par le thème des enchevêtrements familiaux. On va voir quand une histoire ne nous appartient pas. On l'a bien vu, hein, déjà un petit peu la semaine dernière, on peut se recevoir certaines choses, on nous a transmis certaines choses qu'on ressent, qu'on va vivre, on va se sentir mal par moment, mais en fait, ça ne nous appartient pas du tout, c'est juste que ça a été transmis. Donc, selon le thérapeute familial Ellinger, putain, je suis en train de capter que je suis encore en train d'écrire sur lui. Enfin bon, bref, on y reviendra. Donc, selon lui, ben, chacun devrait porter son propre destin, ni plus ni moins. Mais pourtant, on sait bien, dans certaines familles, ben, il va arriver qu'une personne, elle porte inconsciemment quelque chose qui ne lui appartient pas vraiment. Et on va commencer par la première question. Ah mince, je veux la pile. Ah oui, ah je veux voir ça. Je veux voir ça, ça me fait beaucoup rire. Donc, si vous avez à peu près suivi, comment appelle-t-on le fait de porter inconsciemment quelque chose d'un ancêtre? J'ai déjà parlé de lui, on est d'accord. Certainement. C'est quand même un nom qui revient assez souvent, et là je l'ai encore plus en tête parce que j'étais en train de préparer autre chose sur le transgénérationnel encore et toujours. Ok, on en a 5 qui m'écoutent, hein, c'est déjà pas mal, qui ont écouté l'intro. Donc effectivement, donc Ellinger, il appelle ça l'enchevêtrement familial. On poursuit avec une prochaine question. Dans un enchevêtrement familial, un membre peut porter les souvenirs récents, les projets familiaux, les émotions d'un ancêtre ou les rêves d'un proche. Faut que j'aille me prendre un Doliprane surtout, je pense que ça va me faire du bien. Ok, très bien. Donc, dans ce type de situation, il y a un membre du système familial qui peut se retrouver à porter les émotions d'un ancêtre, les symptômes d'un parent, les épreuves ou les comportements d'un autre membre de la famille. Comme si finalement ces expériences-là, c'était les siennes. Alors que non, c'est celles d'un ancêtre, d'un parent ou d'un proche. Et c'est aussi pour ça qu'il peut y avoir des enfants d'une même fratrie, élevés dans la même famille, qui peuvent avoir des trajectoires très différentes. Ça arrive, ça souvent, on dit, on dirait pas qu'ils sont frères, on dirait pas qu'elles sont sœurs, enfin voilà, rien à voir, les enfants entre eux. Ça peut être, parfois, pour ces raisons-là. Il y en a certains qui peuvent porter ce qui est resté irrésolu chez leurs parents ou leurs grands-parents. Par exemple, il peut arriver qu'un aîné, il porte davantage ce qui appartient aux parents du même sexe, mais c'est pas du tout une règle absolue. C'est un exemple. On poursuit. Ces transmissions, elles apparaissent parfois à travers
Une mémoire visuelle, une pensée logique, un réflexe corporel ou un langage intérieur. Ok. Vous êtes pas mal du tout. Et on a un coyote qui a 3 bonnes réponses d'affilée. Bien joué. Donc ces transmissions, elles ne se manifestent pas toujours sous forme d'événements qui sont évidents, mais à travers ce qu'on pourrait appeler un langage intérieur. Ça va être des mots ou des phrases qui vont être émotionnellement chargées et qui semblent surgir sans qu'on comprenne vraiment pourquoi. Ce langage, il peut aussi être non-verbal. Ça peut être des sensations physiques, des comportements répétitifs, des émotions intenses, des impulsions et parfois même certains symptômes. Ça, c'est peut-être un autre sujet, Katsu. À voir, à développer. On passe à une prochaine question. Certaines expériences personnelles peuvent être l'écho d'une histoire ancienne, une invention psychique, un souvenir reconstruit ou un conflit imaginaire. Ok. Bon, on en a 5 qui sont bien dans le rang. Alors, il y a certaines expériences qu'on croit entièrement neutres, qui peuvent être les échos d'une histoire familiale bien plus ancienne. Et donc, comprendre cette dynamique, ça consiste pas à chercher un coupable, mais à remettre chacun à sa juste place dans l'histoire familiale. Donc là, on a vu les enchevêtrements familiaux. On va passer à la mémoire inconsciente. Donc, quand le traumatisme n'a pas de mots. Donc, pour comprendre certaines réactions émotionnelles intenses, il faut d'abord comprendre comment notre mémoire fonctionne. Alors, première question. La mémoire à long terme se divise en 4 dimensions, 2 catégories, 5 fonctions ou 3 systèmes. Des questions à la con, ça. Ok. Bon, là, aucune bonne réponse. Donc effectivement, la mémoire à long terme, elle se divise généralement en 2 catégories. On passe à la suite, 2 questions. La mémoire déclarative, elle est aussi appelée mémoire primaire, explicite, affective ou sensorielle. Ok. Oh, ça commence à se compliquer, j'ai l'impression. On a du mouvement, on a du mouvement. Et deuxième question, la mémoire déclarative, elle concerne les gestes automatiques, les faits conscients, les réponses motrices ou les réflexes acquis. Ok, oula, là, on est dans autre chose. Donc la mémoire déclarative ou mémoire explicite, ça va être la mémoire des faits et des événements dont on peut parler consciemment. Elle utilise le langage pour organiser nos souvenirs. Donc ça va être comme un livre rangé sur une étagère, sans faire de référence à un quelconque jeu, qu'on va pouvoir consulter quand on en a besoin. Une fois qu'on met des mots sur une expérience, elle devient une partie racontable de notre histoire. Donc ça, c'est la mémoire déclarative ou mémoire explicite. On passe à la suite avec 2 prochaines questions. La mémoire non déclarative est aussi appelée mémoire secondaire, mémoire implicite, mémoire visuelle ou mémoire verbale. Sachant qu'on vient de voir la mémoire déclarative ou mémoire explicite. Ok. Ok, ça bouge pas mal, hein? Deuxième question. La mémoire implicite stocke surtout images et dialogues, pensées et raisonnements, apprentissage et sensations, récits et souvenirs.
Ok, ok. Bon, donc là, la mémoire... Oula, Eva. Donc, la mémoire non déclarative ou mémoire implicite, elle va fonctionner différemment. Elle, elle stocke les apprentissages et les sensations sans passer par les mots. Par exemple, lorsqu'on fait du vélo, toute autre activité du style, hein, on n'a pas besoin de réfléchir à chaque mouvement. Notre corps, il sait déjà comment faire. Et c'est ça, la mémoire non déclarative, mémoire implicite. On passe à la suite. Les expériences traumatiques sont souvent enregistrées dans la mémoire logique, mémoire explicite, mémoire active ou mémoire implicite. Ok, ok. Donc, les expériences traumatiques, elles vont donc être enregistrées dans cette mémoire qui est implicite. Quand un événement il est trop intense, il peut nous couper de notre capacité à mettre des mots dessus. Voilà. C'est, faut vraiment voir. Donc c'est une mémoire. Vu qu'elle stocke sans passer par les mots, elle va vraiment, tous ces traumas, ils vont s'enregistrer de cette façon-là. Et c'est comme ça en fait qu'ils vont ressortir. Vu qu'ils passent pas par les mots, ils ressortent un peu comme ça, sans qu'on ait besoin d'y réfléchir. Vous voyez un petit peu la différence? On passe aux deux prochaines questions. Face au danger, le cerveau y privilégie avant tout la survie immédiate, la mémoire précise, l'analyse logique ou la pensée critique. Ok, très bien. Effectivement, quand on est face au danger, on ne va pas réfléchir, il n'y a pas d'analyse, hein. On a un cerveau qui est bien fait pour ça. Et donc, deuxième question. Les souvenirs traumatiques qui sont souvent stockés sous forme de récits complets, d'images inventées, de pensées abstraites ou de fragments sensoriels. Ok, on est pas mal. On est pas mal, on est pas mal. Alors, face au danger, le cerveau, il privilégie toujours la survie. Ça, on l'a vu, revu et revu. La survie, c'est quoi? C'est fuir, se protéger et réagir. Les souvenirs, ils ne sont alors pas stockés sous forme d'histoires claires, mais sous forme de fragments sensoriels, d'émotions ou de sensations corporelles. Sans mots pour les organiser, ces fragments, ils vont rester immergés dans l'inconscient. Et ils peuvent ressurgir plus tard sous forme de réactions émotionnelles, d'angoisse ou de sensations difficiles à expliquer. Il y a certaines recherches qui suggèrent même que cet inconscient il pourrait contenir des traces d'expériences traumatiques non résolues dans notre lignée familiale. Ça remonte à loin du coup. Et donc ça peut permettre ça peut nous permettre de comprendre certaines réactions qui pourraient sembler nous dépasser parfois. Parce que dans un certain sens, ça nous dépasse effectivement. C'est bien plus complexe que ce que ça en a l'air. On va passer maintenant au langage du traumatisme. Il arrive parfois qu'il y ait certaines expériences qui sont impossibles à raconter. Non pas parce qu'elles n'existent pas, mais parce que les mots, ils sont pas disponibles. Et donc, il y a plusieurs situations qui peuvent expliquer ce phénomène. On va le voir avec la première question. Avant 2 ou 3 ans, certaines expériences sont enregistrées sans passer par les mots, par raisonnement logique, avec des récits clairs ou sous forme consciente. Ok, effectivement. On a ces expériences qui sont très précoces, donc avant l'âge de 2 ou 3 ans, les zones du cerveau qui sont liées au langage, elles ne sont pas encore pleinement développées. Du coup, les événements qui sont vécus à cette période, ils peuvent être enregistrés sans mots. Et du coup, c'est pour ça que ça peut faire partie de ces expériences qui sont impossibles pour nous aujourd'hui à être racontées. Deuxième question, la deuxième situation. Lors d'un traumatisme majeur, le cerveau, il peut entrer en mode survie
adaptation, apprentissage ou réflexion? Ok, bien joué. Effectivement, donc, les expériences traumatiques, lorsqu'il y a un événement qui est trop accablant, il y a certaines fonctions mémorielles qui peuvent s'inhiber. Hein. Là, quand on vit un trauma, on est plus justement en mode survie. Donc, bon, la mémoire, c'est pas sa fonction. On n'a pas besoin d'elle là actuellement. Et donc, le cerveau, il va alors se mettre donc en mode survie, ce qui va empêcher de traiter l'expérience de manière claire et organisée. Du coup, donc ce sont ces deux possibilités, ces deux situations qui peuvent expliquer parfois que certaines expériences soient impossibles à raconter. Le fait d'avoir vécu des expériences durant l'âge de 2 ou 3 ans, quand le cerveau il n'est pas encore pleinement développé, en tout cas au niveau des zones qui sont liées au langage, et lorsqu'on a vécu un événement qui est beaucoup trop accablant. Courage Nico. Et coucou Peyo, comment ça va? Et t'as vu, j'ai regardé le planning. Un peu en retard, mais ouais, j'ai vu. Ça me fait plaisir. Comment ça va, mon Peyo? Tac, tac, tac. Allez, on continue. Une prochaine question. Selon, vous m'éviterez de prononcer le nom, l'émotion traumatique, elle contourne quoi? Elle va contourner les centres moteurs, les zones auditives, les réflexes visuels ou les régions du langage. Oui, eh oui. Bien joué pour les 3 bonnes réponses d'affilée. Donc, on a là ce fameux psychiatre là qui explique donc que dans ces moments, donc lors des événements traumatiques, hein, l'information émotionnelle, elle va contourner les régions du cerveau qui sont liées au langage et donc ça confirme encore qu'elle ne peut donc être ni nommée ni structurée en récit. On continue sur le même sujet. Quand l'expérience ne peut être racontée, elle reste entièrement effacée, mal interprétée, partiellement oubliée ou non déclarée. Un petit peu de tout là. Ok. Donc dans ces cas-là, l'expérience, elle va rester, on l'appelle non déclarée. Elle peut être stockée sous forme de fragments. Comme on l'a vu tout à l'heure, sensations corporelles, des images, des émotions intenses qui surviennent d'un coup, et des souvenirs incomplets. On passe à une prochaine question. Le langage, il permet principalement quoi? D'organiser les souvenirs, de supprimer le stress, d'effacer les émotions ou d'éviter les conflits. Je sais pas ce que tu as répondu du coup, mais si tu suis la logique de ce qu'on est en train de dire depuis tout à l'heure, logiquement. Tac, tac, tac. Ok, intéressant. Ok, ça se bat bien ce soir, je trouve. Hein. Donc, le langage, il joue un rôle essentiel, on l'a bien compris. Il va nous permettre d'organiser nos souvenirs et de leur donner une histoire. Une fois qu'un événement il peut être raconté, il va devenir souvent plus facile de le revisiter sans revivre toute l'intensité émotionnelle associée. Mais même lorsque les mots manquent, l'expérience, elle disparaît pas. Et donc on a une psychologue qui s'appelle Annie Rogers qui écrit l'inconscient insiste, répète, en vient presque à enfoncer la porte pour se faire entendre. Donc on comprend bien ce que ça veut dire. C'est que même si consciemment on n'arrive pas à dire ce qui s'est passé, on ne se souvient pas, l'inconscient il va nous le faire remonter d'une façon ou d'une autre et il va y aller tendu quoi, tendax. Donc ce qui n'a pas pu être dit peut alors réapparaître autrement. Donc dans les rêves, ça, on le voit souvent quand on analyse les rêves, dans le corps, on le voit aussi, on l'a vu longuement sur cette chaîne, tous les mots MAUX du corps qui représentent plein de pensées, de souvenirs, d'expériences qui ont marqué
qui nous ont marqué, et donc le corps s'exprime pour en parler. Donc les rêves, le corps, certaines émotions, ou dans les mots qui finissent à un moment donné par émerger. J'aimerais bien interpréter dans le sens compris de manière que par le... Oula, oula, je l'ai pas, là, le dernier mot. Tac, 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 tac. Ok. Je crois que c'est le dernier. Ouais. Et donc, dernier sujet, quand l'inconscient freine notre élan de vie. Il y a certains schémas inconscients qui peuvent limiter notre capacité à nous épanouir sans qu'on en ait pleinement conscience. Je suis d'ailleurs là pour ça, pour travailler sur vos schémas. Parce que parfois, ça, c'est ce que je dis souvent en consulte, on adopte des comportements qui paraissent pas tant problématiques ou dont on tient pas forcément compte parce qu'ils ont toujours été là dans notre vie, mais en fait ils nous limitent vachement. Et le but en thérapie, c'est justement de les détecter et de travailler dessus et de faire en sorte que ce soit plus un frein dans la vie. Bon bref. Et donc, il y a certains thérapeutes qui vont décrire 4 motifs relationnels qui peuvent influencer profondément notre manière de vivre, d'aimer et de nous développer. Donc on va regarder quels sont ces 4 motifs relationnels. On termine donc avec les 4 dernières questions. Et j'en vois plus. Il y en a plus, donc c'est pas les 4 dernières. Je dis n'importe quoi. Un lien trop fusionnel peut compliquer la mémoire visuelle, le sommeil profond, l'attention sélective ou la construction identitaire. Amen. Super. Donc, parmi ces 4 motifs relationnels, on a une relation fusionnelle avec le parent. Lorsque le lien est trop fusionnel, ça peut devenir difficile de se différencier et de construire pleinement sa propre identité. Ça, on va le voir, par exemple, dans les schémas de fusion et personnalité atrophiée. En fait, on a tellement été en fusion avec le ou les parents que on pense au travers de leur prisme. Ouh, j'ai du mal à prononcer les R et les mots tout court. Donc en fait, on est un peu comme un clone de notre parent. On ne sait pas faire de choix, on ne sait pas faire sans eux. Enfin, c'est compliqué ces schémas-là. Mais ça se travaille, c'est plutôt cool. Les schémas de SVT, je travaille aussi dessus. Si tu as besoin, on peut, si tu veux. Moi, je t'aide à travailler tout ce que tu veux. Les schémas, j'en ai pas tout. Ah ouais. Faudrait que je te passe. Je t'ai jamais fait passer le questionnaire, toi. Je t'ai jamais fait passer le questionnaire, si? Ça m'étonne, tiens. Bref, allez, on passe au deuxième motif. Rejeter un parent, ça peut entraîner une pensée rationnelle, une joie durable, une mémoire accrue ou une tension intérieure. C'est pas la même chose. En fait, tu vas penser que ce que disent les autres est vrai, en fait. Donc tu n'accordes aucune... au contraire, tu accordes en fait tout le crédit aux gens qui pensent ça. C'est différent. Je vois l'idée, mais là, on n'est pas dans une relation de fusion. On n'est pas dans une relation fusionnelle quand il y a de la maltraitance. C'est en ça que je dis que ça n'a rien à voir. Non, Katsu. Mais toi aussi, si tu veux. Le questionnaire de la thérapie des schémas. Donc, mais je suis pas sûre que tu as envie de le faire, Angels. Après, je suis ouverte si jamais. Ouais, le rejet d'un parent. Donc, attendez, on va récapituler au fur et à mesure. Hein. Donc, les 4 motifs relationnels qui peuvent influencer profondément notre manière de vivre. Donc, on a une relation fusionnelle avec le parent. On a le rejet d'un parent qui peut influencer. Parce que rejeter un parent, ça peut parfois créer une tension intérieure durable qui va influencer nos relations et nos choix de vie. Rejeter un parent, c'est pas anodin. Comme un parent qui rejette son enfant. C'est pas anodin du tout, ça marque. Il y a toujours des raisons du pourquoi, du comment. Mais généralement, bon, ça se travaille aussi, ces choses-là. Troisième, une séparation précoce. Ça peut affecter quoi? L'activité motrice, la sécurité intérieure, la mémoire spatiale ou la perception sonore. Ok, effectivement, du bon sens. Donc après la relation fusionnelle, le rejet du parent, on a une rupture précoce du lien avec la mère. Une séparation émotionnelle ou physique précoce peut affecter la sécurité intérieure et la capacité à créer des liens apaisés. C'est toi, Katsu, qui a partagé la vidéo, je crois, sur Insta. On en a parlé il y a très très longtemps, au tout début des lives psy, quand on a fait la théorie de l'attachement. Et on a parlé du syndrome d'hospitalisme. C'était un syndrome
d'il y a des années, mais vraiment très 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 longtemps, qu'on retrouvait dans les pouponnières en Roumanie. Voilà, c'était un syndrome où en fait les bébés, ben, malheureusement, ils dépérissaient. C'était voilà, le syndrome d'hospitalisme, c'est quand on manque de soins affectifs. Il manquait pas de soins, on va dire, pour répondre à leurs besoins primaires, mais d'affection, de chaleur. Et ces bébés-là, ils se laissent mourir. Et en fait, apparemment, on est en train de retrouver ça. Sauf que c'est pas en Roumanie et que c'est en France, il me semble. Donc c'est chaud. C'est chaud, c'est chaud. Mais peut-être que tu t'en souviendrais un petit peu mieux que moi, Katsu. Fusionnel, c'est genre une relation mère-père, enfin, après la perte de l'autre. Non, pas du tout. C'est une relation où, attention, ça peut arriver effectivement. On a la perte d'un être cher et du coup, pour compenser cette absence, on va fusionner. On va fusionner avec le parent ou l'enfant pour compenser ce manque et ce vide. On se remplit de l'autre pour compenser l'autre. Mais une relation fusionnelle, ça va être une relation où tu partages tout avec ton parent ou ton enfant, où il n'y a pas de vie privée, où c'est limite un petit peu malsain en fait. Parce que la fusion entre un parent et un enfant, c'est pas sain, et c'est pas le cours, le cours normal de la chose, tu vois. Ça va être l'enfant qui n'aura pas d'intimité, tout comme les parents. Enfin, des frontières assez floues aussi. Donc, bon, c'est pas fou. Oui, qui est de retour, effectivement, j'ai partagé parce que je me suis rappelé que tu en avais parlé, et du coup, oui, ben oui, mais du coup, il me semble que cette vidéo, du coup, ça a concerné les enfants en France. Alors attention, je dis pas que en Roumanie, c'était pas déjà terrible, hein. Mais je veux dire, là, ben, on se sent peut-être un petit peu plus concerné, se dire, bon, on n'est quand même pas censé avoir des conditions d'encadrement des enfants catastrophiques, et en fait, si, malheureusement. J'ai un ami dans ce cas-là, malheureusement. Alors, dans quel cas, de quel cas tu parles? Le bébé qui me paraissait dans son... Ouais, bah, c'est un peu ça. Mais c'est pour dire qu'en fait, l'attachement et l'affection et les soins d'affection, en fait, tout simplement, la chaleur, l'amour, c'est juste plus que nécessaire pour un bébé et pour un enfant pour se développer, pour vivre. On l'a vu avec les expériences, avec les singes, vous savez, avec la maman en fil de fer mais qui avait un biberon et la maman qui était en peluche mais qui n'avait pas de biberon. Ben, on voyait que les bébés, ils préféraient se réfugier, les bébés singes, hein, ils préféraient se réfugier près de la maman en fourrure qui était douce, réconfortante, chaude, plutôt que la maman qui avait le biberon. Parce que c'est ultra nécessaire pour le bon développement. Ah oui, bah effectivement, c'est triste, oui. Oui. Oui, tu avais montré une vidéo. Oui, mais je m'en souviens. C'était des lives très bien documentés, tout ça. Donc, on a vu la relation fusionnelle avec le parent, le rejet du parent, la rupture précoce du lien avec la mère. Et enfin, il arrive parfois de reproduire inconsciemment quoi? Les rêves d'un parent, l'histoire d'un ancêtre, les habitudes scolaires ou les goûts familiaux. Ouais, je sais. Je me souviens. C'est ce que j'ai dit. La théorie de l'attachement, ça fait partie du... Je pense que ça faisait partie des premiers sujets. Hmm. Ok. Les rêves d'un parent, c'est vrai. Mais on n'est pas dans le sujet là. C'est pas ce sujet-là. Mais il se peut. Ça, c'est quand le parent transmet à son enfant ses rêves qu'il n'a pas pu réaliser. Et l'enfant, il se retrouve à faire des choses qu'il veut pas. Mais par loyauté envers son parent, et parce qu'il comprend qu'apparemment c'est important, il va se retrouver à faire quelque chose qui ne lui plaît absolument pas. Mais par loyauté envers son parent, il le fait. Dramatique aussi. Donc, après la relation fusionnelle, le rejet du parent, la rupture précoce, on a l'identification à un autre membre de la famille. Il peut arriver qu'on s'identifie inconsciemment à un grand-parent, un oncle, une tante, un ancêtre, et qu'on reproduise certains aspects de leur histoire. Tout ça, c'est inconscient, évidemment. Bien sûr. J'étais même pas là, je change le sujet, tu vas faire... Je change le sujet, tu vas faire quoi? Quoi, je vais faire quoi? J'ai rien compris. Je vais faire quoi de quoi?
T'étais même pas là, c'est honteux. Mais ça serait un live que j'aimerais bien refaire, par contre, un peu la théorie de l'attachement. Ça a été en plus un peu genre mon sujet de mémoire tout du long de mes études, donc ça me plairait bien de. En plus en mode quiz, parce que j'ai dû faire un quiz, je pense, genre pour les quiz anniversaires. Il faudrait que je regarde. Mais la théorie de l'attachement, ça ferait pas de mal d'en refaire un peu, je me dis. J'aime bien. Allez, les deux dernières questions. Les dynamiques familiales sont dites relationnelles car elles concernent les liens familiaux, les rôles sociaux, les règles morales ou les choix culturels. Ok, ça va. Vous suivez, c'est déjà rassurant. Donc effectivement, ces dynamiques, elles sont dites relationnelles car elles vont concerner la manière dont on est lié à notre système familial. Vous l'avez bien vu, c'est une question de lien à la famille. La relation fusionnelle, trop de liens, le rejet du parent, on éloigne, hein, on coupe le lien. La rupture précoce, le lien qui se coupe aussi, et l'identification à un autre membre de la famille, bah, c'est le lien éloigné, mais on est en lien avec un ancêtre. Donc les ruptures dans la relation avec les parents, elles peuvent jouer un rôle central dans plusieurs de ces schémas et influencer profondément notre équilibre intérieur. Voilà, voilà. Ça, c'est des choses qu'on voit souvent en thérapie aussi. Et enfin, la dernière question. J'ai mis le rêve d'un parent et t'as dit, c'est pas... Ah, c'est toi. Ok. Écoute, voilà, j'ai répondu malgré tout. C'était pas clair comment veux-tu que je sache que c'était toi. Quel facteur peut également peser sur notre vitalité? La curiosité, la culpabilité, la créativité ou la spontanéité? Ok, bien joué. Je vous fais le blabla et on check le podium. Donc, le dernier facteur qui peut aussi peser sur notre vitalité, ça va être évidemment la culpabilité. Ça aussi, grand sujet. Lorsqu'une faute ou une blessure infligée à autrui n'est pas reconnue ou réparée, elle peut parfois figer notre élan de vie. Et la culpabilité qui est non résolue, elle peut continuer à agir en silence dans nos choix, nos émotions ou nos relations. Donc, comprendre ça, ça va être une première étape déjà pour reprendre sa place dans sa propre histoire. Et on est là pour ça. Quand je dis on, c'est moi, thérapie, évidemment. Alors, en troisième place, nous avons un frog joyeux, suivi d'une pie souriante, on va dire. Et en première place, nous avons le panthère titanesque, suivi du dingo, du coyote et de la sixième personne, malheureusement, qu'on ne voit pas sur ce podium. Mais bien joué à vous, hein, vous n'avez pas été si mauvais. Ouais, franchement, il y a eu des très bons, des très bons résultats. Franchement, vous allez être bien sortis. Le sport, je sais pas pourquoi tu dis ça. Ça y est, je suis partie, déjà trop loin. Donc semaine prochaine, là il n'y a toujours pas de sondage. On termine avec ce sujet. On va parler des souvenirs d'enfance. On va parler rapidement encore des ruptures du lien précoce, comme on a pu parler là. On va parler du lien à la mère. On va parler du couple aussi. Tiens, ça fait longtemps. On va parler encore de séparation. Ouais, voilà quoi. On va parler de plein de choses intéressantes. Ça va être cool pour clôturer ça. Et semaine prochaine, lundi sur Insta et Discord, vous aurez déjà dès mon réveil le sondage pour voir de quoi on parle la semaine d'après. Et en live, comme d'habitude, voilà. Moi, je suis visible. Bah, super. Qui peut nuire à la vitalité? Ah, le sport. Non, enfin, ça dépend. Ça dépend. Sur sujet m'intéresse. Eh oui, c'est pas toujours évident, je comprends. Quand vous apprenez des choses et que ça vous intéresse, voilà, moi je suis contente et je suis là pour ça. J'aime bien la mer, mais surtout l'été. Ouais, moi aussi. Moi aussi. Surtout qu'en ce moment, elle est bien chaude, mais on parle pas de la même, je pense. J'estime me mettre bien défendue, même si je suis... mais carrément. Non, mais attends, alors attention par contre. Hein. Je rigole à chaque fois, je taquine, mais comme je le dis à chaque fois et très sérieusement, l'important c'est vraiment de participer. Et si tu apprends des choses, moi je suis ravie.
Donc vraiment, il n'y a pas de sous-niveau, j'allais dire. Non mais franchement, c'est top. Et ça me fait plaisir que vous participiez en plus. Regarde ma cheville. Oui, mais c'était pas du sport. C'était une erreur de parcours dans le choix d'une activité pour un anniversaire. Voilà. Blessure à la cheville, je compatis. Ah, aïe, courage. Enfin, je rigole pas de la blessure, attention, c'est que voilà. Mais j'espère que c'était pas pour la même raison. Enfin, j'espère. Non, après, t'étais en train de t'amuser quand tu t'es fait mal. Mais bon, voilà. Aïe, 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 mais courage, alors ça, c'est pas cool quand même. Bah, après, voilà, on se retrouve encore entre équipes de bras cassés. Voilà. C'est juste la suite logique. On est bien entre nous. Bon, mais c'est parfait, Nico. L'important, c'est de participer, même si c'est mieux de gagner, d'écraser ses adversaires. Mais là, il n'y a rien à gagner, mis à part des connaissances et le plaisir d'avoir participé. Non, mais, hein, voyons. On verra si t'es si bon pour le quiz des 3 ans. Hein? Voilà. Alors, je te le répète, Peyo, vu que tu ne regardes pas les plannings, c'est samedi 8 août à partir de 10h. Bon, le quiz, il sera en fin de journée, hein, avant tout. Je sais pas si on le fera en tout dernier ou quoi. Mais bref, on verra si t'es si bon et si tu me connais si bien. On a aussi la chanson de l'année, hein. Enfin l'hymne de la chaîne, hein. Voilà. Oui, tout à fait, ma cheville, le crâne de tu sais qui, l'anniversaire qui me sort nos dents. Oui. C'est vrai qu'on a été pas mal blessés lors de cet anniversaire. Il fallait marquer le coup. Voilà. Les entendre gémir sur le talon de ta botte et se délecter des supplications. Toujours plus. Le droit de manger. Mais vous avez le droit de manger, voyons. Je vais pas mettre Julie dans ton bar. Pourquoi? J'ai compris pourquoi, mais bon, non. C'est Pierre de Coubertin qui dit ce n'est pas de gagner qui est important, l'important c'est de participer. Ben ouais, mais t'es pas d'accord, Mickey? Franchement, en vrai. Enfin, surtout que là, vraiment, il n'y a rien à gagner, quoi. Mis à part sa propre satisfaction. Tu vois l'eau, quoi. Enfin, le live, t'as compris. Hein, pourquoi faire? Et Julie préfère nous marquer avec des coups. L'animation. Ouais, moi je te fais l'animation, mais je marque. Ne recommencez pas à dire que je bats les hommes, s'il vous plaît. Hein, on a des nouveaux parmi nous. J'ai une certaine réputation à tenir, malgré tout, s'il vous plaît. On va pas leur faire peur déjà. Il aime pas la psychologie, les Russes qui complotent contre la France. Je suis sûre que je m'entendrais bien avec les Russes, quand même. L'assistante, la stagiaire, on va dire, de la couturière que je suis allée voir jeudi, samedi, elle est russe. Elle est très gentille. On va pas commencer à partir dans des trucs comme ça, s'il vous plaît. Bon, les amis, on va couper. Parce que je parle, mais j'ai mal à la gorge, je vous rappelle. Donc voilà. On se retrouve demain. Demain, on range des livres. Voilà, activité passionnante. On finira bien par finir un jour. Hein. C'est d'ailleurs à cause de ce jeu qu'on ne lance pas de partie sur WoW Retail. Hein, je tiens à le dire. Mais bon, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est mal? Je ne sais pas. Vous en jugerez par vous-même. Ils vont revenir trouver le visage un jour. Non. Julie Fichet, elle va avoir les fils des backups pour en savoir plus sur sa couture. Mais non. Mais oui, Nico, t'inquiète, merci. Vous savez que les seuls qui complotent, ce sont justement ceux qui veulent absolument voir le mal partout. Très intéressant, ça. Moi, je vois le mal partout. Moi, je complote sur tout. Tout, tout. Tout est sujet à complot. Et je me régale. Vraiment. Vraiment, vraiment. Mais bon, voilà. Bon, le mal ou le mal euh... Je sais pas si tu parles à moi ou pas, du coup. Ah oui, ah j'ai compris. Non, oui, non, le mal, al. Bref, je suis complotiste. Oui, que réfléchir suffit à l'aise sur notre. C'est pas faux. Tu vois, mais j'ai compris. Non, le mal à elle, tout simplement. Bon, allez, les amis, on va s'arrêter là. Que je repose ma voix, s'il vous plaît. Non, c'est pas drôle, je sais. Je suis pas très fun comme meuf. Désolée. J'essaie, hein, mais voilà. On peut pas avoir que des qualités. Hein. Bref. Voilà, Julie B comme Julie banale, tu vois. C'est faux aussi que c'est une femelle. Il n'y a rien qui va. Une phrase, rien qui va. Pour ça, je suis. Eh ben, merci beaucoup, ça me fait très plaisir, Mika. Mickey, pardon. Oh là là. Mickey, pardon.
C'est tous les lundis soirs, voilà. Et si tu veux voir des jeux de chill, c'est le reste de la semaine, hein, voilà. Mais bon, tu sais parce que t'es arrivé sur je sais plus quel live. Mais voilà, c'était sur du gaming, donc voilà. Bonne soirée à tous, prenez soin de vous, des bisous, Peyo. C'est pas mal, si. Bah non, c'est pas mal, hein. Le prochain qu'on va adopter, j'espère, moi, secrètement, que ça sera un mâle. Parce que je veux l'appeler Gustave. Ça sera très drôle. Très, très drôle. Enfin, moi, je rigole quand j'imagine que de l'appeler Gustave. Vraiment. C'est pas dans son entièrement. Ouais, ok. Katsu, ça suffit, hein. Elle verra le mal partout. Mais ça va pas la tête ou quoi? Mais tu crois vraiment en plus que moi je suis ce genre de meuf à faire ça, tu vois? Alors là, putain. Oui, pardon, c'est Malin qui fourche. Je suis fatiguée, j'ai une longue journée. Milieu des chiffres. Bref, allez les amis, je vous abandonne. Merci pour votre participation, c'était très chouette. Bravo pour vos résultats aussi. Et puis ben, lundi prochain, on se retrouve à 19h pour la suite, hein. Et puis demain, on range des livres. Voilà, tranquillou. Bonne soirée, à demain et des bisous. Passez une bonne semaine si jamais on se revoit pas. Allez, des bisous bisous. Ciao ciao.